Abdallah Yusri, étudiant en master de droit privé comparé. Il souhaite, dans une discussion, entrer dans un doctorat en droit privé et sur le plan professionnel, il souhaite devenir avocat parce qu'il pense que c'est sa vocation et je le pense aussi. Donc, monsieur Yusri, avocat. Sur lequel on doit intervenir, une petite réflexion m'est venue à l'esprit. Je me suis dit que l'éloquence dans une plaidoirie exige, entre autres éléments, de plaider avec crédibilité et sincérité. Et pour moi, cette condition, je ne peux la remplir que si je crois en la cause que je défends. Et puis, au moment où j'ai appris que la thématique de cette édition porte sur les droits des migrants, alors là, sans hésitation, j'ai décidé de faire partie de ces jeunes qui, aujourd'hui, prêtent leur voix à ceux qui en ont besoin. J'ai décidé de participer parce que je crois fortement que la cause des migrants, étant donné la situation actuelle, doit être plaidée et défendue encore et encore. D'une part, pour démontrer la vulnérabilité de ces gens, et d'autre part, et surtout, pour dénoncer l'attitude hostile de certains acteurs étatiques à leur égard. Mesdames et messieurs les membres du jury, avant de vous présenter les faits, permettez-moi tout d'abord de contextualiser les choses. Certainement, il ne vous a pas échappé que, depuis les antiquités primitives, l'homme a toujours mis en priorité le besoin de sécurité et le désir d'amélioration de ses conditions de vie. Et ceci l'incite à se déplacer d'un territoire à l'autre, soit pour fuir les dangers de la nature, ou tout simplement pour partir en quête de la prospérité. Et aujourd'hui, dans les sociétés modernes, l'instinct humain n'a pas changé. Les gens quittent leur pays et s'orientent vers d'autres destinations pour des raisons qui sont nombreuses, professionnelles, économiques, sociales et dans certains cas politiques et sécuritaires. Et si nous parlons statistiques, en décembre 2017, dans un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies, le monde comptait 258 millions de migrants internationaux et plus de 25 millions de réfugiés. Et dans cette catégorie, qui sont les réfugiés, la moitié a moins de 18 ans, que je viens plaider ici. Pour ces réfugiés dont les droits sont bafoués et dont la voix est inaudible et qui sont forcés de fuir leur pays natal. Ces personnes qui quittent leur pays en raison des guerres civiles ou de risques de persécution qu'ils encouraient et qui demandent la protection à d'autres États, elles portent souvent avec elles des souffrances psychiques et également de l'espoir. Ces gens venus de la Syrie, de l'Afghanistan, de la Somalie, de la Birmanie, de l'Irak, et la liste est très longue. Ces gens, quand on leur demande de justifier leur sollicitation d'asile, ce qui est d'ailleurs une procédure, ils racontent des histoires qui prouvent qu'ils ont vécu un véritable, ou plutôt une véritable horreur. C'est le cas pour Iyad. Iyad est un jeune Syrien, âgé de 23 ans. Il est inscrit à la fac de droit, comme la plupart des personnes, des jeunes, et c'est présent. Mais lui, la particularité, c'est que lui, il n'a jamais pu assister à un secours. Et la raison, vous la connaissez, la guerre civile. Et la guerre, nous savons ce que c'est. Ce jeune homme, il raconte dans un témoignage qu'elle a publié les souffrances qu'ils ont dû subir, lui et sa famille, pour quitter la Syrie tout d'abord. Et ensuite, elle raconte la trajectoire de son grand frère qui a été renvoyé 3 fois en Syrie par les autorités turques. Et elle relate également le traitement dégradant qu'ils ont enduré avant d'arriver en Grèce, là où ils se sont installés dans des conditions insalubres
et inhumain. Dans une partie de son récit, Iyad disait « Après nous être tant battus pour survivre, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'attendent plus que la mort. Je me hâte de tuer le temps en dormant, au lieu de vivre la plus belle période de ma vie, au lieu de prendre mon envol et de faire quelque chose de moi-même. » Dans une autre formule, qui est d'ailleurs très forte, il disait « Aujourd'hui, je me rends compte que ma patrie a disparu le jour où la première balle a été tirée et que je suis aussi perdu que mon pays. » Et imaginez, mesdames et messieurs, imaginez combien de personnes sont dans la même situation que hier. Combien de réfugiés sont désespérés et dispersés dans le monde. Et quoi de plus pire que de souhaiter la mort pour enterrer ses souffrances. Ces gens ont besoin d'un traitement et d'une attention très particulière. Ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Et cela relève en premier lieu de la responsabilité de la société internationale et la responsabilité des États qui doivent faire preuve d'une volonté ferme et sérieuse. Et puisque nous parlons de la volonté politique, en Europe, plusieurs cas de violation des droits des réfugiés ont été dénoncés. Et si tel était le constat en Europe, le continent des droits de l'homme, imaginez la situation dans les pays tiers-mondistes, dans les pays en voie de développement. En effet, au lieu d'offrir aux réfugiés la possibilité d'éviter de franchir la frontière illégalement, en créant des routes sûres et légales pour se rendre en Europe, l'Union européenne se focalise sur les contrôles frontaliers et il se focalise sur la multiplication des retours dans les pays d'origine. Et rappelons à ce titre que le fait d'empêcher quelqu'un de traverser la frontière est une violation au principe de non-renvouement qui est consacré par l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Et quand on dit une violation de principe, on pense automatiquement à une sorte de complicité, parce que le fait d'empêcher quelqu'un à fuir les dangers, ça revient à se rendre complice des menaces qu'il subit dans son pays. Et aux yeux de la loi pénale et aux yeux de la loi, entre auteur d'actes illégaux et complice, il n'y a pas vraiment de grande différence. Ce qui est plus grave, mesdames et messieurs, c'est la situation des enfants réfugiés. Et selon un rapport du Haut Commissariat aux réfugiés, 52% des réfugiés sont des enfants. Et un enfant sur deux ne va pas à l'école. Alors que le droit à l'accès à l'éducation est un droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les autres normes universelles. Et qu'est-ce qui reste à ces enfants s'ils n'ont pas accès à l'éducation, qui est un moyen pour les aider à guérir et à reconstruire leur pays? Devant cette situation inquiétante, et puisque maintenant nous connaissons les faits, nous devons donc nous arrêter un instant pour revenir au droit. Ce droit dont on dit souvent qu'il a pour objectif d'assurer le vivre ensemble et de l'organiser. Nous devons remettre en question l'efficacité des instruments juridiques internationaux en matière de la protection des réfugiés. Parce que, une chose est certaine, si nous avons des textes qui sont toujours en vigueur et que la situation reste critique, deux solutions peuvent être prises en considération. Soit réexaminer les textes, soit essayer de renforcer et de contrôler leur mise en application. Et l'instrument international de référence, c'est la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés. En effet, on reproche à cette convention le fait qu'elle n'est plus adaptée à la crise migratoire actuelle, parce qu'elle est élaborée il y a 68 ans et qu'elle a été élaborée dans un contexte très particulier. Et sa raison d'être, c'était précisément de venir en aide à des Européens déracinés par la Seconde Guerre mondiale. Et historiquement,
et géographiquement, la Convention de Genève, elle était très limitée. Également, l'un des points défaillants de cette convention, c'est qu'elle adopte un critère individualiste. Elle adopte un critère individualiste dans le traitement des demandes d'asile. En fait, selon cette convention, pour reconnaître le statut de réfugié à une personne, celle-ci doit prouver qu'elle a subi des persécutions et des craintes directes et personnelles. En d'autres termes, par exemple, quelqu'un qui fuit son pays en raison d'un conflit armé, et ça ne fait pas systématiquement qu'elle a fait l'objet de craintes personnelles et individuelles. Donc, il peut voir sa demande d'asile rejetée et par voie de conséquence, il n'est pas protégé par la Convention. Donc, la société internationale devrait revoir les textes en vigueur et mettre fin à la politique dissuasive de certains États qui entravent l'entrée des réfugiés en toute sécurité et légalité. Et puis, et nous également, nous de notre place, nous avons notre part de responsabilité. Une responsabilité morale qui consiste à éveiller les consciences et à attirer l'attention sur les droits des migrants. Parce que si nous ne pouvons pas changer les choses au niveau de la scène de prise de décision et au niveau de la scène d'élaboration des lois, nous pourrons faire changer les fausses idées sur les migrants. Et je crois que c'est la moindre des choses que nous devrions tous faire, peut-être par un article ou par un mot. Et là, j'aimerais en terminer avec la citation de Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »